Notre deuxième conférencier d'aujourd'hui est Mike Prescott, qui est chercheur postdoctoral en géomatique à l'Université Laval et travaille avec le département de gérontologie de l'Université Simon Fraser. Il a plus de 35 ans d'expérience académique professionnelle et vécu dans le domaine du handicap, de la mobilité, de l'accessibilité et de l'inclusion dans les villes, les parcs, les sports, les loisirs et le tourisme. Son projet actuel, Parcours, vise à informer les normes d'accessibilité dans les parcs nationaux. Bienvenue, Mike. Merci, Allison. Ici, sur ma première diapo, vous avez une photo d'un parc idyllique. Il y a des gens, il y a leurs chiens, leurs familles qui sont là, qui se promènent. C'est une des choses à laquelle je pense lorsque je pense au parc. Mais ce qu'on vient d'entendre de la part de Mahadeo est une bonne introduction à ce que je vais discuter ici. Alors, ici, vous voyez une photo de moi avec mon fauteuil roulant manuel et mon chien, ainsi que les logos des universités et des organismes avec lesquels je travaille. Il comprend Normes d'accessibilité Canada, qui a permis de financer le projet dont je vais vous parler aujourd'hui et qui concerne les parcs. Quant à moi, Allison en a parlé, je suis récemment gestionnaire de projet pour le Accessible Organization Project en Colombie-Britannique. On développe des comités, des plans d'accessibilité en se fondant sur la loi récemment adoptée ici. Et j'aimerais vraiment donc remercier toute l'équipe de leur invitation à venir ici pour parler du mouvement de l'accessibilité et le faire progresser. J'ai plusieurs personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans le passé vous ont probablement parlé de certaines choses sur lesquelles je vais revenir aujourd'hui. Je suis ici, en fait, aujourd'hui pour discuter des constatations d'une recherche provenant principalement d'une étude financée par Normes d'accessibilité Canada qui vise à informer les normes des parcs nationaux. Plus particulièrement, j'aimerais présenter un modèle permettant d'aborder de façon stratégique la conception et la gestion des parcs afin de servir tous les visiteurs, qui s'appelle Journey Experience Mapping Model for Accessibility, un modèle de schématisation du parcours vers l'accessibilité. Prochaine diapo. Alors, souvent, une question que l'on pose, c'est pourquoi les parcs doivent-ils être accessibles? Ici, il y a une diapo d'un groupe de personnes plus âgées, certaines en fauteuil roulant, qui écoutent donc une présentation d'interprétation de la faune et de la flore du parc. Cet auditoire n'a pas besoin d'être convaincu des avantages physiques, sociaux, mentaux, donc et environnementaux du parc. En fait, il s'agit d'un principe également d'équité. Alors, comment les parcs peuvent rendre la visite de chacun agréable? Il ne s'agit pas simplement d'accessibilité et d'inclusion, il s'agit de voir comment je peux obtenir d'un parc ce que je souhaite lors d'une visite. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire, alors, ce qu'il faut faire avant tout, c'est identifier les défis et, par cet apprentissage, les schématiser en tenant compte de ce qui est important, de ce qui est difficile à mettre en œuvre. Ensuite, toujours par cet apprentissage, on peut trouver des solutions aux défis classés par ordre de priorité. Et cela, c'est important à considérer lorsqu'on a une longue liste de choses que l'on doit faire, mais il faut vraiment prioriser, car il y aura des défis pour ceux qui fournissent l'environnement et le service, et si on peut les guider en disant « voici ce qui est important pour commencer », là, on peut
mettre en branle la stratégie plus efficacement. Et cela conduit donc à cette boucle d'apprentissage. Et en se fondant sur l'interaction que nous avons, que les organisations ont avec la communauté des personnes handicapées, en particulier si ces personnes handicapées font partie de ces organisations. Aujourd'hui, j'essaie d'aborder la question par cette lentille qui s'appelle GEMA, où on a eu les participants du modèle. On leur a demandé de parler exactement de ce que je viens de dire, ce qui est important pour vous, comment on peut regrouper en grappes les divers défis donc auxquels vous êtes confrontés dans les parcs et comment peut-on donc voir tout ça. Il y a donc un stade de préparation, de planification et un stade où on jouit des résultats et on visite le parc. Alors, dans cette diapo, ce qu'on peut voir à droite, c'est la page du site web de notre étude où l'on voit une personne en fauteuil roulant qui est en train de regarder donc une carte sur le sol à Richmond, en Colombie-Britannique. Maintenant, je vais parler de la façon dont nous avons visité toute une gamme de parcs dans la région de Vancouver avec des gens qui avaient toute une fourchette de divers handicaps et on les a interviewés. Après leur interaction, on a reposé des questions. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et pas seulement du point de vue de l'accessibilité ou de l'inclusion, mais ce qui est vraiment important pour eux lors de leur visite pour jouir du parc. Et j'aborde souvent l'accessibilité comme un sport où on a un arbitre. Un bon arbitre, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas pendant une partie, donc un match. Et c'est la même chose pour la visite dans un parc. On ne remarque même pas les éléments d'accessibilité. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un ensemble de défis complexes et interreliés qui ont un effet sur l'expérience de visite des parcs. Il s'agit de facteurs environnementaux, sociaux, temporels, informationnels, on en a parlé beaucoup ici, et aussi personnels. Alors, on ne peut pas nier tout cela. Et cela, cumulativement, a mené au modèle GEMA. Dans ce modèle, au haut, il y a 3 cases qui sont reliées par des flèches, préparer, planifier et visiter. Et notre recherche a révélé 3 grappes d'activités qui définissent l'expérience. Donc, alors, l'étape 1, c'est de voir comment on peut comprendre l'expérience de cela par une personne qui a besoin d'accessibilité pour pouvoir préparer, planifier et gérer les parcs pour tout le monde. Alors, pendant la première étape, le point de mire, la question qu'on a posée, c'est « Suis-je prêt à visiter un parc mentalement, physiquement? Est-ce que mon appareil de mobilité est en bon état de marche? Qu'est-ce que je dois porter, etc. » L'étape 2, c'est « Quels sont mes plans pour me rendre au parc? Et qu'est-ce que je vais y faire une fois sur place? » Nous devons savoir où vous voulez aller, comment voulez-vous y rendre, quels sont les défis auxquels vous ferez face lorsque vous vous déplacerez dans le parc et interagirez avec diverses caractéristiques et aussi quelles sont mes attentes. Parce qu'au bout du compte, est-ce que mon expérience a été à la hauteur de mes attentes? Et il y a des façons de faire cela. Et la troisième étape, c'est est-ce que je vais apprécier la visite ou non? Quelles sont les options? À quels obstacles vais-je faire face? Est-ce que je vais apprécier? Et nous avons découvert qu'il y avait ces 4 grappes de facteurs environnementaux qui touchent chacune de ces étapes.
Et la façon dont tu as organisé les cases en bas, c'est que tout ce qui est par-dessus au niveau du processus, que ce soit sous préparation, les obstacles, les dangers, etc., ou plus sous l'étape planification ou l'infrastructure, se trouve plus sur la case joie. Donc, on a trouvé que ces facteurs environnementaux étaient plus étroitement reliés à ces différentes étapes. Ça ne veut pas pour autant dire que ces éléments n'étaient pas importants, mais la relation était plus serrée. Il y avait des conditions telles que la météo, ainsi que des obstacles physiques ou sociaux. Lorsqu'on pense aux obstacles, ce n'est pas forcément un objet physique qui vous empêche d'avancer, mais ça peut également être un fardeau. Ça, c'est l'effet cumulatif de toutes les conditions qui sont réunies, c'est-à-dire l'effort qu'il faut déployer pour se rendre quelque part ou le temps que cela va vous prendre. Il ne s'agit pas seulement de ces obstacles par points. Il faut adopter une perspective plus large. Et encore une fois, il faut penser à un parcours. Et finalement, il y a les dangers et les questions d'infrastructure. Et ce sont des choses qui nous viennent en tête lorsqu'on pense à l'accessibilité, des choses telles qu'un gradient, une pente, etc. C'est très complexe, mais passons à la diapo suivante. Donc ici, on voit un petit peu, c'est le diagramme Venn de l'écosystème de facteurs. Et encore une fois, ici, on voit le parcours. Ce qui nous intéresse, c'est comment ces facteurs sont illustrés, c'est-à-dire, tout d'abord, pourquoi allez-vous au parc? Ça, c'est un contexte. On va faire du camping ou on va faire une visite, un pique-nique d'une journée. Ce sont deux types de visites qui ont des ententes très différentes. Pour ce qui est de retrouver son chemin, on va se demander si on va pouvoir naviguer à travers le parc. Peut-être la signalisation peut nous aider ou est-ce que ça va être difficile? Donc, trouver son chemin, c'est plus une question de l'expérience physique. Encore une fois, il y a des informations, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. À un moment donné, l'expérience peut être différente par rapport à un autre moment de l'année ou pendant un certain moment de ma vie, ça peut être une expérience fort différente par rapport à un autre moment de ma vie. Et cette complexité est très différente, évidemment, pour une agence de parc. Elle doit en tenir compte. Et encore une fois, il faut prioriser ces questions. Il faut comprendre comment elles sont interreliées dans un réseau de défis. Et ensuite, il faut être en mesure de voir le tout comme un parcours sans faille. Et c'est ce que nous cherchons à réaliser. Mais l'idée d'être obligé de se préoccuper des raisons pourquoi les gens se rendent au parc et comment incorporer toutes ces raisons. Diapo suivante. Donc, dans notre recherche, nous avons utilisé ce qu'on appelle un géonarratif. Nous avons une carte et c'est ce que je viens de mentionner au niveau de ces entrevues. Nous les avons mis dans un système d'information géographique et nous pouvons commencer à voir les tendances qui se dessinent, les patterns. Dans ce GIS, je peux utiliser des niveaux, des couches ou les enlever et on peut voir si certaines personnes connaissent des difficultés avec leurs appareils de mobilité et encore une fois, cela peut fournir des renseignements à la gestion du parc. Peut-être faudrait-il prévoir certaines zones de repos à la fin de certains itinéraires. C'est une approche. Mais nous espérons, l'utilisant cette approche, nous pourrons identifier ces relations plus complexes. Également, alimenter de façon différente les normes nationales par rapport à simplement dire, bon, les bancs devraient être à telle et telle hauteur, il faudrait que certaines normes soient respectées. Mais normalement, quelles sont les pratiques exemplaires qui existent? Et alors que nous passons par ce processus, nous tentons réellement de travailler avec des personnes qui ont différents handicaps pour essayer
de trouver ces éléments clés dont il faut tenir compte. Et encore une fois, il faut qu'on cerne ces priorités au parc pour pouvoir avancer. Et je crois que les autres conférenciers ont mentionné des choses telles que les toilettes. La disponibilité, l'accessibilité des toilettes sont critiques, mais où les placer dans les parcs? Et c'est cette approche, c'est ce que nous espérons, permettra d'orienter ces décisions dans le but de prendre des décisions bien judicieuses qui ne sont pas tout simplement des réactions instinctives et qui vont être incorporées dans tout ce qui a déjà été discuté ici, dont on parlera plus tard, c'est-à-dire les politiques qui guident les parcs sur la conception et la construction des parcs. Diapo suivante. Je tiens à remercier tout le monde pour votre écoute et je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Mike. J'aimerais revenir, je sais qu'il y a eu quelques problèmes avec les diapos, mais on va essayer de régler les petits hic en post-production. Oui, quelques questions ont été posées. Une, si vous pourriez nous donner quelques exemples de ces tendances qui ont été dévoilées par votre recherche en géonarratif. Eh bien, comme je l'ai dit, nous sommes dans les premières étapes de la collecte des données. Mais il y a une chose que nous avons découverte, c'est-à-dire les routes, les chemins. Eh bien, ma recherche met l'accent davantage sur la mobilité. Mais pour ce qui est de se retrouver, le wayfinding, on commence à voir là où il y a des sentiers, où il y a plus d'un seul tournant. Ça peut porter à confusion pour les gens. Et à la fin, et on a 3 routes finalement, 3 itinéraires. À la fin de chaque itinéraire, nous demandons aux gens de nous indiquer où il y a des problématiques. Et c'est-à-dire, il est facile souvent de se tromper de sens, de direction. Donc, la tendance est plus fonction de ces sentiers, ce qu'on ne voit pas. Et alors, on voulait peut-être avoir des marqueurs de kilométrage ou de mètres tout au long d'un sentier pour qu'on puisse se sentir confiant que tout d'abord, on s'oriente dans le bon sens et ensuite, on peut avoir une idée à quelle distance vous êtes de votre arrivée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément la distance, mais cela vous permettrait mieux de comprendre là où vous êtes. Ça, c'est un type de pattern ou de tendance. Et ensuite, on constate également des différences entre les groupes. Mais moi, je mets plus l'accent sur l'expérience partagée. C'est ça qui nous permettra d'aider les agences des parcs, surtout au début. C'est-à-dire, on met l'accent sur les expériences partagées que nous sommes en train d'identifier dans les différentes tendances qui se dessinent à partir des différents groupes de handicap. Une autre personne pose une question, c'est-à-dire comment et quand est-ce que les parcs vont commencer à mettre en œuvre ces conclusions et ces résultats tels que les identifications des kilomètres, etc. On commence à discuter de ça avec les agences. Au Québec, nous avons établi une relation où certaines de ces suggestions sont déjà en voie d'être mises en œuvre. Encore une fois, le projet a été financé dans le but de fournir des informations au Parc Canada, comme à Toronto, aux 2 ans et demi, etc. Ils font le bilan de ce qu'ils ont appris. Moi, je faisais partie du comité extérieur des normes d'accessibilité Canada. J'y étais. Donc, nous savons ce qui sera incorporé. Même travailler avec l'UBC à Toronto, c'est une autre façon qui nous permet d'apprendre et d'avancer. Mais non seulement est-ce que c'est une question d'alimenter les normes nationales, mais ce qui m'intéresse plus, c'est comment est-ce que cela va donc permettre de fournir davantage d'informations aux parcs nationaux. Avec eux, il faut avoir une carte pour se rendre là. C'est une question très importante pour les personnes vivant avec un handicap.
Vous savez, les normes d'accessibilité, finalement, tout ça va se retrouver vers les autres niveaux, mais les autres conférenciers ont déjà fait mention du fait qu'on essaie de façon proactive de fonctionner. Donc, on est en discussion avec bon nombre de ces groupes et je sais que dans le cadre de mon nouveau rôle comme directeur de projet pour le projet des organisations accessibles, ça va être une des choses que je vais certainement incorporer. Je vais demander aux organisations d'imbriquer ça dans leur propre stratégie d'accessibilité. J'espère que ça sera une façon qui nous permettra d'avancer. Oui, ça, c'est vraiment du travail extrêmement important. On a le temps de poser une autre question, plutôt de répondre. Alors, lorsque vous avez parlé de compiler les narratives, comment est-ce que vous avez procédé pour ça? Est-ce que c'était oral ou autre? Eh bien, nos gens ont accompagné une personne vivant avec un handicap dans le parc. Donc, on a fait un vidéo-enregistrement, on leur posait des questions. Il y avait des interprètes également présents pour certains groupes. Et on passait à travers le parc, on posait des questions, on regardait les choses, on s'arrêtait un moment. Il y avait des questions. En grande partie, c'était les gens qui parlaient de leur expérience. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que leur expérience est également par rapport à d'autres expériences, parce que beaucoup de ces personnes n'avaient jamais été dans ces parcs. Non seulement est-ce qu'on recueillit plus de données qui, j'espère, pourraient donc alimenter ces normes, mais encore une fois, le géonarratif, au bout du compte, est une approche tout à fait nouvelle que nous essayons d'employer et ça va être une expérience d'apprentissage pour nous. Oui, absolument. C'est vraiment génial. Merci. Alors, je regarde le temps, mais il y a des gens qui aimeraient bien voir une copie de Gemma lorsque vous serez prêt à partager ce travail avec nous. Eh bien, oui. On va compiler les autres questions. Il y a plusieurs autres questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre et on va vous les envoyer. Donc, on va prendre contact avec vous et on va mettre tout ceci sur notre canal Slack. Merci beaucoup, Mike. Ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Très bien, ceci conclut le début de la journée. Nous allons prendre une petite pause. La prochaine session commencera à 13 heures, heure de l'Est. S'il vous plaît, donc prenez une petite pause de l'écran ou prenez de l'air frais et bougez un petit peu pendant les 15 minutes à venir. Merci beaucoup et à tout à l'heure.